Si vous êtes un fan de longue date de la chaîne, il est plus que probable que vous m'ayez connu avec une vidéo qui se nomme « Le vrai plan d'Alastor », qui encore aujourd'hui est la vidéo la plus vue sur cette dite chaîne. Mais aussi malheureusement une vidéo qui a extrêmement mal vieilli dans le sens où toutes les questions auxquelles je tentais de répondre dans cette théorie, elles ont été répondues dans la saison 2. Et plus souvent qu'autrement, on s'est quand même vraiment foutu de ma gueule. Bref, 2 ans plus tard, je crois qu'il est plus que temps d'une petite update, et pour ça, va falloir résumer où est-ce qu'on en était arrivé. J'ai commencé par développer sur le fait que Alastor voulait la liberté. La liberté par rapport à son deal qu'il avait passé, on ne savait pas encore avec qui à l'époque. Cependant, tout pointait que la personne qui possédait son âme, ce n'était pas Rosie, mais bel et bien Lilith, le fil rouge de la série et son plus gros mystère. Personnage qui, depuis 2 ans, est au cœur de l'intrigue d'Azbin Hotel, mais n'a toujours pas dit un mot, et a quand même réussi à retourner Internet plus d'une fois. Et honnêtement, quand j'y repense, je comprends de m'être fait avoir parce que je suis pas le seul, et les arguments, ils étaient là. Lilith a disparu de l'enfer il y a 7 ans, exactement comme Alastor qui revient se présenter à Charlie dans les minutes où elle laisse un message au téléphone à sa mère. Alastor ici met tout en œuvre pour la réussite de l'hôtel, mais Charlie, quant à elle, est dépassée, et le démon de la radio avait expliqué ses motivations au début du pilote. Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu! Sans but, je cherche une nouvelle forme de divertissement! L'idée générale était donc que ce qui motivait réellement Alastor, c'était de retrouver sa liberté. Liberté qui était brimée par Lilith, là où il était forcé par cette dernière à jouer selon les règles de Charlie. Alastor passe ensuite un accord avec Charlie, disant qu'il va lui demander une faveur qu'elle ne peut pas refuser, en échange de quoi il promet de ne jamais la forcer à blesser qui que ce soit, et c'est là que c'est honnêtement parti en free-for-all. Ça a toujours été extrêmement clair que cette faveur, Alastor allait l'utiliser pour aider à se libérer. Mais dans la saison 2, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'il l'utilise sur une technicalité. L'idée que je soulevais, c'était qu'Alastor allait demander Charlie en mariage, un mariage politique qui, Lucifer ayant abdiqué son trône et Lilith étant on ne sait pas où, allait faire de lui le roi de l'enfer. Et en tant que roi de l'enfer, il aurait peut-être pu taper dans certains pouvoir qui l'aurait libéré de l'emprise de Lilith. Et oh, c'est pas ce qui est arrivé! Nope! Mais en même temps, on a eu énormément de réponses dans cette saison 2. Et quand on regarde la nature de ces réponses, on comprend pourquoi plusieurs d'entre nous se sont fait avoir. On pourrait presque même dire que l'idée comme quoi Lilith possédait l'âme d'Alastor, c'était une fausse piste. Quelque chose qu'on était censé croire vrai, mais qui ne l'était pas. Ou du moins, c'est plus ou moins comme ça que c'est arrivé. Entre alors la saison 2, où finalement la détentrice de l'âme d'Alastor se révèle comme étant Rosie du bourg des cannibales, toujours souriante, qui présente bien. Parce que oui, cette saison 2 a prouvé quelque chose, c'est qu'il y a une différence sur comment les démons traitent les âmes qui leur sont dues. Genre, il y a vraiment une différence sur comment Rosie traite Alastor et comment Valentino traite Angel Dust. Alastor est là! Oh, Alastor, on ne t'a pas appris que c'est impoli de se présenter chez une dame sans prévenir? Je n'ai rien préparé. Oh, je t'en prie! J'ai tué des grosses ton genre pour moins que ça, trou de cul. Mais tu me rapportes un max de fric. Alors, débarrasse-nous de cette bouffe et ensuite, on tourne toute la nuit. Mais c'est pas la seule différence, parce que si on compare le deal de Rosie et Alastor au deal de justement Angel et Valentino, on se rend compte de quelque chose. Cette servitude de la part d'Alastor envers Rosie, techniquement, c'était temporaire. Pour de la célébrité dans le divertissement du monde pour adultes, Angel a vendu son âme à Valentino. De l'autre côté de la médaille, Osk, il possédait des milliers d'âmes et les a perdues au poker contre Alastor, la sienne comprise. Ce qui fait que autant Angel envers Valentino que Osk envers Alastor, c'est plus ou moins des esclaves. Là où on en arrive à quelque chose d'important qu'Alastor a su exploiter, les clauses du contrat. En dehors de ses heures de tournage, Angel, il peut faire virtuellement ce qu'il veut. Sur tes plateaux de tournage, en studio, tu peux faire de moi ce que tu veux. C'est stipulé dans le contrat. Mais en dehors, je fais ce que je veux. Donc je te répète, encore une fois, va te Plus ou moins la même chose pour Osk. C'est assez impliqué que tant qu'Alastor lui donne pas un ordre, il est assez libre de ses mouvements. Mais pour Alastor en lui-même, les conditions sont encore plus particulières. À la base, un simple tueur en série dans les années 40 en Nouvelle-Orléans, très conscient de son code moral plus qu'imparfait, réclamant qu'après la mort, il ne soit pas qu'un simple damné, mais qu'il se taille une place de choix parmi les démons pour pouvoir continuer à s'amuser pour l'éternité. C'est là qu'il a réussi à contacter Rosie, elle-même reconnaissant que des hommes comme Alastor, on n'en croise pas tous les jours. Mais ce qui vient de trigger, c'est qu'elle a dit que Alastor était peut-être celui qu'il lui fallait, dans le sens où Rosie cherchait quelque chose. Ah, le pécheur le plus puissant de l'enfer. Tu dois faire quelque chose, mais lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai tout de suite su.
J'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Rosie peut donner le pouvoir que convoite Alastor à ce dernier, là où Alastor peut l'aider dans sa quête ultime dont on ne connaît pas encore la nature. Ça a des implications colossales. D'un, Alastor, ce qu'il voulait, c'était être le pêcheur le plus puissant de l'enfer. Clause qui a 100% été remplie par Rosie, techniquement parlant. Je ne vais pas vous refaire le topo une milliardième fois, mais il y a plusieurs espèces comme les Hellborn nés en enfer, les arcs Goetia descendant direct des anges et surtout de Lucifer, ou encore les 7 péchés capitaux, chacun régnant sur un des cercles de l'enfer. Bref, Alastor est au top de sa catégorie. Il n'a simplement pas compris que sa catégorie en tant que telle est bien plus basse que ce qu'il avait envisagé. Ce qui est quand même logique quand il pense. Rosie a un certain pouvoir qui, oui, je vous l'accorde, est beaucoup plus gros que ce qu'on aurait pu penser, mais elle va pas pouvoir propulser Alastor au rang d'archange si elle-même n'a pas le rang d'archange. Et ça, pas besoin de lore ou de creuser très deep pour s'en rendre compte, c'est une question de pure maths. Rosie avait une certaine quantité de pouvoir, donc c'est cette certaine quantité de pouvoir maximum qu'elle peut offrir à Alastor. Et cette quantité de pouvoir maximum, c'était assez pour faire de lui le seigneur le plus puissant. Avec une confortable marge. Je rappelle que pendant la saison 2, même nerfé, Alastor est encore techniquement numéro 1. Alors tu croyais que le fait d'être le pêcheur le plus puissant, ce que tu es d'ailleurs, te permettrait d'affronter et de venir à bout d'un archange? Là où Alastor il laisse son âme, mais c'est plus complexe que ce qu'on peut penser. Rosie ne cherchait pas un esclave ou une âme en elle-même. Elle cherchait un agent, on ne sait pas pourquoi, mais Alastor a une mission à remplir. Une mission qui dit que Rosie cherche quelque chose et qu'il est celui qui va pouvoir le lui apporter. Et tant et aussi longtemps que Alastor ne remplit pas sa part du marché, Rosie garde son âme en termes de garantie. On va faire quelque chose pour moi. Et tant que tu n'auras pas accompli cette tâche, ton âme sera mienne. Marché conclu. Bref, une fois qu'Alastor allait accomplir sa quête, il allait récupérer son âme et sa liberté. Mais on ne sait pas pourquoi, il a dû trouver une loophole et s'en affranchir. Ce qu'on sait par exemple, c'est ce que la créatrice en a dit, et si vous avez vu mon short sur le sujet, vous le savez que le deal entre Rosie et Alastor, c'est quelque chose que Vivzipop était très excité de voir à l'écran. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas dans une plus grande narrative. On pourrait dire que les termes de cette entente, c'est ce qui va amener Hazbin Hotel vers le endgame du scénario. Là où le pourquoi du comment sur le deal entre Alastor et Rosie, la véritable puissance de cette dernière, tout ça est censé être répondu dans la saison 3. Il va falloir un petit peu de patience. Mais c'est mal me connaître. Je vous ai donc concocté ma petite théorie personnelle sur la véritable nature de cette entente. Soyez donc sûr de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Le tout en visitant la description, là où vous trouvez un lien vers notre Patreon pour nous supporter financièrement, notre Discord et notre Instagram pour interagir avec moi. Sur ce, maintenant que c'est fait, plongeons au cœur du lore de Hazbin Hotel pour déterminer qu'est-ce que Alastor devait vraiment à Rosie. Rosie n'est pas un démon ordinaire. La base de ce qui a fait soulever bon nombre de sourcils pendant la saison 2, c'est comment est-ce que Rosie est aussi puissante? La réponse, elle est peut-être beaucoup plus claire que ce qu'on peut penser. Il va falloir définir donc en puissance concrète où se trouve Rosie. Je crois qu'il est safe d'assumer qu'elle est beaucoup plus puissante que tous les seigneurs en enfer, du simple fait qu'elle soit capable très facilement de hisser Alastor en numéro 1 de cette catégorie. Alastor qui, pour rappel, dans la saison 2 s'est retrouvé nerfé, là où pendant le endgame, Rosie a été capable de réparer son bâton, et ça sans trop faire d'efforts. Mais toute leur entente, et les ententes même en général dans l'univers d'Hazbin Hotel, c'est quelque chose qui joue sur les mots. La preuve étant, Charlie a juste eu besoin d'admettre que Vox était plus puissant qu'Alastor pour que son âme soit libérée de l'emprise de Rosie. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Rosie, elle n'est pas une pécheresse puisqu'elle est plus puissante qu'Alastor qui était censé être le pêcheur le plus puissant. Ça, ce que ça implique, c'est qu'elle a jamais été humaine. Et avoir la puissance colossale qu'elle est capable de donner à Alastor, c'est pas trop farfetch de penser qu'elle est probablement dans le top tiers des Overlords de l'enfer. Et moi, je pense pas que ce soit une Hellborn ordinaire non plus. Le terme Hellborn définit les gens nés en enfer, comme Charlie par exemple, et pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait les anges, les Hellborn, et les humains qui finissent soit au paradis, soit en enfer. Mais Rosie ouvre une autre porte, une possibilité comme quoi il y a plus d'espèces. Alastor a conclu son deal avec Rosie via un rituel pour appeler le démon. Et on retrouve dans sa hutte
toute une flopée de symboles. Ces symboles, s'ils vous disent de quoi, c'est normal, on les a vus plusieurs fois au cours de la série quand Alastor utilise sa magie. Ça veut dire que c'est les mêmes symboles qui sont reliés à Rosie et qu'elle a utilisé pour lui fournir ce pouvoir. Donc peu importe quelle sorte de démon est Rosie, il y a fort à parier qu'il y ait tout un lore relié à cette catégorie de symboles. Après recherche, j'ai découvert que ces symboles, ce sont en fait ce qu'on appelle des VV, des symboles reliés à la foi dans les religions comme le vaudou et autres croyances originaires de l'Afrique western. Ce qui colle énormément avec le personnage d'Alastor, lui qui vient de Louisiane, plus particulièrement de la Nouvelle-Orléans, lieu unique en ce qui concerne les croyances religieuses. Petite récap, le vaudou arrive en Nouvelle-Orléans principalement avec l'esclavage, là où les Ouest-Africains amènent avec eux leurs rituels qui se mélangent au christianisme local, le tout créant une foi unique qui va rallier l'héritage des religions vaudou traditionnelles et le catholicisme des États-Unis encore jeunes. C'est surtout après la révolte des esclaves de 1791 que cette nouvelle façon de vénérer à la fois le vaudou et le christianisme prend forme, et de manière générale, quand on parle de sorcellerie afro-américaine dans les médias comme avec le Dr Facilier par exemple, on pense à ce mouvement qui a été ô combien déformé par la fiction, mais ses origines restent tout autant légitimes. Tu ajoutes à ça que les pouvoirs d'Alastor sont définis comme des pouvoirs Eldritch, c'est-à-dire venant d'une autre dimension, et vous avez tout plein de vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent le pourquoi du comment, et tu te rends compte de quelque chose, les pouvoirs de Rosie ne viennent probablement pas de l'enfer. Même j'ai envie de te dire, il y a une certaine dimension Lovecraftienne à l'icône des pouvoirs d'Alastor. Lovecraftienne étant l'iconographie principale à laquelle on pense quand on parle de magie Eldritch. Là où ça devient intéressant, c'est dans les croyances du vaudou. On pense que s'il n'y a pas forcément un dieu unique qui gère la destinée des hommes, et ce, au jour le jour, il y a par contre des esprits qui s'en chargent. Des esprits reliés un petit peu à tout, des esprits de la nature, des esprits de la vie, des esprits de la mort. Là où ces esprits, ils vont demander à établir une connexion, comme par exemple via une danse rituelle, via un chant religieux ou, vous l'aurez compris, via un rituel comme celui qu'Alastor produit. Et si en fait c'était ça la vraie origine de Rosie, si elle n'était pas une Hellborn, mais bel et bien un esprit vaudou s'étant taillé une place de choix en enfer venant d'un autre panthéon, peut-être même d'une autre dimension de poche où on retrouve toutes les divinités et les esprits vaudous. Moi j'ai envie de te dire, on a tout un setup par rapport à la Nouvelle-Orléans, par rapport au symbolisme vaudou, ce serait vraiment dommage de pas l'exploiter. Sans parler du fait que si tu compares visuellement le style de Rosie au style de Mimsy par exemple, qui elle aussi vient de la Nouvelle-Orléans, la ressemblance est relativement frappante. On appelle ce genre d'esprit des Loa qui, sans être purement maléfiques, sont souvent présentés comme des trickster gods, voire des esprits farceurs avec des buts particuliers. Souvent aussi reliés à la mort, donc ils profitent de la fâcheuse réputation des divinités et figures spirituelles reliées au trépas, ce qui fait que pour un œil non éduqué, ça peut ressembler à un démon. Sérieusement, tout panthéon confondu, les dieux de la mort ont généralement une assez mauvaise réputation. Par contre, tu regardes Hadès chez les Grecs ou encore Anubis chez les Égyptiens, bah c'est pas vraiment forcément des mauvais dieux, c'est juste que les gens aiment pas mourir. Ce qui fait que oui, on peut parler de divinité maléfique. Et de là, la ligne entre divinité maléfique et plain out un démon, bah elle est difficile à trancher. Rosie pourrait donc être un Lawa du panthéon vaudou, ce qui expliquerait sa puissance colossale, mais aussi et surtout pourquoi ses pouvoirs et ses habitudes semblent aussi différentes du reste des Hellborn. Là où est-ce qu'on arrive à un autre questionnement, qu'est-ce qu'un esprit aussi puissant peut désirer? Que cherche Rosie? C'est très complexe de parler de désir dans le cas où est-ce qu'on est sur un personnage qui vraisemblablement semble assez puissant pour obtenir tout ce qu'il veut. Mais peu importe ce que cherche Rosie, elle ne peut pas l'obtenir. Cependant, c'est impliqué qu'Alastor en est capable, pour X ou Y raison, puisque c'est lui son agent, son émissaire. De base, on va commencer par se tourner vers le Playbill, ce petit pamphlet canon à la saison 1, qui nous apprend un petit peu plus sur les personnages qui étaient en background. Selon le Playbill, Rosie est dans le commerce des âmes. Elle veut que tout le monde en enfer sache que si tu veux quelque chose en échange de ton âme, tu peux venir le chercher chez elle. Oui, en dehors des blagues, des rires gras et de son petit air innocent, Rosie, ben, ça a l'air d'être assez proche d'un baron du trafic d'âmes. Moi, je dis, il faut toujours se méfier de la grand-mère bien élevée, c'est pour ça que j'ai poussé la mienne dans l'escalier ce matin. Viens m'aider, mon petit fils! Non! Bref, vraisemblablement, ce que Rosie veut, c'est des armes. C'est marqué textuellement. À moins que ce qu'elles veulent, ce soit des armes
pour nourrir un plus grand motif. Ce qui est probablement le cas, sinon j'en ferai pas de vidéo. Il est extrêmement clair selon moi que peu importe ce que désire Rosie, ça a un lien avec Charlie ou du moins avec la famille Morningstar. Et ce pour plusieurs raisons. Argument numéro 1, dans la saison 2, quand Alastor quitte l'hôtel Has-Been, Rosie lui dit textuellement de ramener son cul au travail. Je suis sûr que tu sais déjà tout à propos du petit hôtel de Charlie et également de ma très grande implication. J'ai laissé tomber. Tu as fait quoi? Et après avoir supporté toute leur rengaine et leur pleurnicherie inutile, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus aucune raison qui justifie ma présence là-bas. Nous n'avons pas vraiment fait de grandes avancées ici. Malheureusement, tu n'as pas ton mot à dire, n'est-ce pas? On va aussi apprendre dans la même conversation que quand il l'a intégré la première fois, c'était encore une fois sous les ordres de Rosie. Argument numéro 2, à la fin de la saison 2, Rosie semble très inquiète par rapport au fait que Alastor va laisser mourir Charlie et le reste de la team Morningstar dans l'explosion de l'arme. Elle est même prête à lui refournir son pouvoir d'antan alors qu'il vient basiquement d'abuser de sa confiance et de son contrat. Un autre indice comme quoi elle désire garder Charlie en vie. Argument numéro 3, dans l'avant-dernier épisode de la saison 1 dans la chanson Ready for This, un indice colossal sur les véritables intentions de Rosie nous est donné. On l'avait juste pas vu à l'époque. Là où elle et Alastor constatent le pouvoir de Charlie, le comparent à celui de Lucifer et où Rosie est contente de voir que le reste du bourg des cannibales suit la parole de la princesse. Ensuite, Alastor parle du potentiel de Charlie, d'à quel point il va pouvoir la guider et l'exploiter. Ce qu'on avait tous vu comme le red flag que c'était, on avait compris qu'Alastor, à ce moment-là, il allait exploiter le pouvoir de Charlie et son influence sur cette dernière pour briser son entente. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est le fait que Rosie, juste après, lui donne une bonne tape sur l'épaule et est d'accord avec. Ça implique donc que peu importe quel est le véritable pouvoir de Charlie, parce que, vous le savez, on en a parlé maintes et maintes fois, mais il semblerait qu'elle renferme une grande puissance qui ne cherche qu'à être délivré, ben ça va profiter à Rosie autant que ça a profité à Alastor. Ou du moins, c'était le plan à la base. Et la chanson se finit avec nos deux démons chantant « Restez avec elle et vous serez du côté gagnant ». À l'époque, on aurait pu simplement penser que le côté gagnant, c'était de fait de survivre à une extermination. L'extermination qui devait raser Pentagram City au grand complet. Mais maintenant, avec du recul, j'en suis plus sûr. Et si, en fait, le côté gagnant, c'était autre chose? Si, en fait, c'était le véritable but de Rosie qui commence à se dessiner au loin. Rappelez-vous qu'on sait sur Rosie, elle fait du trafic d'armes en quantité importante et aussi et surtout, elle est à la tête du bourg des cannibales. Le cannibalisme est dans la plupart des cultures un tabou gigantesque. C'est comme ça en fait qu'on se retrouve avec des créatures comme le Wendigo chez les natifs américains, qui au passage est une inspiration assez claire pour le personnage de Alastor. Même dans Has-Been Hotel en enfer, ça semble être quelque chose d'assez tabou dans le sens où tu prends pas tous les cannibales de l'existence et tu les mets pas tous au même endroit sans qu'il y ait une raison. Là, j'ai eu la même réaction que tout le monde a probablement, peut-être que Rosie a le dominion sur toutes les âmes qui ont commis du cannibalisme sur Terre. Mais si c'est le cas, ça en est à se demander comment ça se fait. Eh ben, j'ai une réponse, il faut peut-être pas aller chercher si loin que ça. Et si en fait, ce que cherchait Rosie, c'était elle aussi la liberté. Le pouvoir de l'âme. Il y a une réplique de la part d'Alastor qui m'est toujours restée en tête, et ce depuis la fin de la saison 1. C'est cette réplique. Tu devrais savoir mieux que personne ce qu'une âme peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Ce qu'une âme mortelle peut accomplir quand elle prend en main son destin. Et ça, c'est quelque chose qui va venir conduire le personnage d'Alastor. Il a prouvé que c'était vrai, il a profité de son deal avec Rosie pour devenir un Overlord, et pas n'importe lequel, et a ensuite réussi non seulement à briser le pacte, mais en plus à réacquérir sa puissance. Il a pris en main son destin dans le sens où il était plus ou moins destiné à être un nobody en enfer, mais il a trouvé un moyen de tricher le système. Et quand il a été mis en cage par Rosie, il a trouvé un moyen de crocheter la serrure. Et si en fait, tout comme Alastor, Rosie était contrôlée par un pacte qu'elle tente de briser. Déjà, qu'est-ce qui me fait penser que Rosie est contrôlée par un pacte? Beaucoup de choses en fait. On a déjà établi que ses pouvoirs semblent venir des mythes vaudous plutôt que des mythes hébraïques qui habillent généralement le canon d'Has-Been Hotel. Ben sachez-le, l'Underworld des religions haïtiennes, c'est pas exactement l'enfer, mais plutôt le monde spirituel, dirigé par le baron Samedi, figure incontournable des mythes vaudous. Ça pose une question, qu'est-ce qu'une divinité vaudou fait en enfer?
Bon, ok, on sait ce qu'elle fait en enfer, du cannibalisme et du trafic d'armes, mais comment c'est arrivé? Probablement avec un pacte. Peut-être qu'elle a passé un pacte qui lui permet de se tailler une place de choix en enfer, exactement comme Alastor. Pourquoi? À cause du cannibalisme. C'est le point central derrière le début d'Azmin Hotel. Il y a un problème de surpopulation en enfer. Alors forcément, avoir tout un faubourg cannibale qui peut, gros guillemets, prendre soin du problème, ça semble être une solution relativement acceptable. J'ai dit relativement. Bon, ok, ça va encore m'attirer des problèmes sur les réseaux sociaux, cette phrase-là, on recommence. Je suis pas pour l'esclavage, mais... Quand il pense, ça a quand même du sens, dans le sens où c'est aussi pour ça que Rosie a accepté d'aider Charlie sans garder son âme en garantie. C'était pour que les cannibales de son bourg puissent goûter à de la chair d'ange. Les citoyens seront loin d'être sans défense une fois qu'on leur aura montré quelques ficelles. Et après le combat, ils pourront s'offrir un vrai festin. Que seraient donc les termes de cette entente? Selon moi, Rosie peut s'installer en enfer, régner sur le bourg des cannibales, ayant le dominion total sur chaque personne se retrouvant en enfer pour cause de cannibalisme, faire son trafic d'armes, en échange de quoi elle ne peut pas conduire de business ailleurs, sauf pour les réunions des Overlords. Là où quelqu'un qui entre dans le bourg des cannibales pour y quêter une faveur en échange de son âme sera toujours bienvenu. Ce qui me semble être une entente autant profitable pour Rosie que pour l'autre personne. Ce serait donc une logique de territoire, là où la personne qui a passé l'entente cherche surtout à protéger le reste de l'enfer des cannibales de Rosie. Le tout pour être capable d'éviter une guerre. Une guerre que Rosie est en train de gagner dans l'ombre. Elle gagne de l'influence en enfer jusqu'à ce qu'elle soit capable de le prendre par la force. Il ne reste qu'à briser cette entente. Et cette entente, elle est menée par Lilith. Non, j'ai pas fini avec ça, il y a une raison. Est-ce que vous savez pourquoi la moitié d'Internet au courant de la saison 1 a pensé directement que c'était Lilith qui avait l'âme d'Alastor et pas Rosie, alors qu'on n'a jamais vu Lilith et Alastor ensemble, qu'ils ne se sont jamais parlé et que vraisemblablement elle ne sait peut-être même pas qu'il existe? C'est parce que ça avait du sens. Alastor disparaît en même temps que Lilith et il revient exactement au moment où Charlie appelle sa mère. Et il y a du lore qui s'est ajouté parce qu'on sait maintenant que l'apparition d'Alastor à ce moment précis, c'était non seulement pas une coïncidence, mais qu'en plus, c'était Rosie elle-même qui avait envoyé Alastor à l'hôtel à ce moment et qui lui avait ordonné de rester auprès de Charlie. En vrai, l'argument reste le même qu'à l'époque. Les patterns de Alastor et de Lilith sont beaucoup trop liés pour que ce soit une coïncidence. Deuxième argument, j'en ai déjà parlé plus haut, mais le deal entre Alastor et Rosie, c'est censé être le premier pas vers une plus grande narrative. Évidemment, Vivzipop n'a pas confié dans sa vidéo qu'est-ce que c'était cette narrative. Par contre, il y a plus d'1 an pendant la diffusion de la saison 1, elle avait accordé une entrevue à la chaîne Screen Rant. Elle répondait à une question relativement vaguement concernant Lilith, disant que sa narrative était le gros mystère du show. Est-ce que vous voyez quand ça s'emboîte le deal entre Alastor et Rosie, c'est censé être le premier pas vers une plus grande narrative, et Vivienne Medrano elle-même définit l'histoire de Lilith comme la grosse narrative du show. La seule chose qui a vraiment changé maintenant, c'est qu'on a une middle woman. Rosie, une cannibale probablement en traité de paix avec Lilith, amassant du pouvoir pour être capable de renverser la balance et diriger l'enfer comme elle l'entend. Là où Vivienne Medrano dira qu'elle a toutes les réponses, mais qu'elle ne peut pas les partager pour l'instant. Par contre, qu'on les aura dans la saison 3. Et cette saison 3, j'ai ma petite idée sur quoi elle va porter. Rosie Morningstar. Rosie elle-même pourrait-elle faire partie de la famille Morningstar? C'est une possibilité, et une théorie que j'ai vu revenir assez souvent en faisant mes recherches. Déjà, son apparence physique est assez particulière. Vous remarquerez son accoutrement faisant penser à l'hybride des années 20 de l'ère victorienne, ce qui résonne avec le style de Lucifer. On a ensuite sa dentition en pointe, élément partagé avec Lucifer, là où Charlie, là, en atténué, est un hybride entre un ange et un humain. Mais ce qui m'a vraiment fait tilter, c'est l'esthétique de sa magie. Si Valentino manifeste sa puissance avec cette chaîne de fumée mauve, Rosie la manifeste avec une brillance dorée qui semble beaucoup plus solide, le même doré que la magie de Lucifer. C'est pas la seule fois que ça arrive, regardez-la quand elle passe un pacte avec Alastor, tu me diras pas que ça ressemble pas à de la magie angélique. Ça pourrait expliquer la nature de ses pouvoirs. Rosie est un ange comme Lucifer, donc bien plus ancienne que l'être humain, autour de qui un culte vaudou s'est formé et où pendant des millénaires, elle était partie faire ce qu'elle voulait de son côté, maintenant revenue en enfer pour on ne sait pas quoi, probablement le dominer. Vous pouvez penser que le vaudou et puis les mythes abrahamiques sont incompatibles, mais dans les faits, en Nouvelle-Orléans, la religion qui a pris forme, c'est un mélange de christianisme et du vaudou haïtien traditionnel.
Peut-être que ça pourrait expliquer son intérêt envers Charlie, parce que la princesse de l'enfer est en fait sa nièce, et en tant que Morningstar Senior, après l'abdication de Lucifer, la cannibale considère qu'elle devrait régner sur l'enfer. Ce qui est impossible à cause de quoi? À cause de sa possible entente avec Lilith. Entre alors le futur de la série. Pendant la diffusion de la saison 2, Viv Pop a pris la parole sur les réseaux sociaux, disant qu'elle était très excitée de voir une partie de sa narrative se révéler. Une partie où un personnage qui jusque-là était plus ou moins un anti-héros devenir réellement un antagoniste. Elle dira aussi que d'ici la fin de la saison 2, plus ou moins tout le monde comprendra qui c'est. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir plus de 2 neurones connectés pour comprendre que c'est Alastor qui va prendre ce rôle de vilain. Alastor qui maintenant est libre, qui est plus puissant que jamais et qui n'a plus aucune raison de rester à l'hôtel Asvin puisque ça ne lui apporte plus rien et qu'en plus, à la fin de la saison 2, Vaggie a pris son rôle en tant que manager de l'hôtel. On a même ce logo pour la saison 3, le rouge et noir habituel faisant place au vert et mauve. Beaucoup d'internautes pensent alors que la saison 3 tournera autour de Lilith, d'où le mauve, et de Alastor, d'où le vert. Avec le cliffhanger gigantesque à la fin de la saison, on voit donc probablement Lilith et Alastor se parler. Probablement que le scénario va tourner autour de leur relation, ou du moins de leur motivation. Là où ce qui est intéressant, c'est qu'on parle énormément de la saison 3, mais on l'oublie, la saison 4, elle a déjà été greenlit. Assumant donc que l'intrigue se conclura à la fin de cette saison 4, je vous propose 2 possibilités. Soit Alastor va être un méchant final sur 2 saisons, soit il perdra de son pouvoir à la fin de la saison 3 et Rosie se révélera en tant que véritable menace. Tapie dans l'ombre, elle fera face à Lilith avec sa nouvelle puissance, trouvant au courant de la saison 3 ce dont elle avait besoin pour la dépasser et devenir la menace ultime dont l'enfer doit avoir peur.